Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Pédagogie, crise, mémoire, repère. Collection dirigée par Loïc Chalmel, Michel Fabre, Jean Housset et Michel Soétard. La collection Pédagogie, crise, mémoire, repère répond à un triple objectif. 1. Elle se propose de soumettre à la réflexion théorique les problématiques et les situations de crise qui agitent le monde pédagogique. 2. Elle vise à vivifier les mémoires historiques capables d'éclairer le pédagogue pour l'action présente. 3. Elle entreprend de décrypter les repères philosophiques, éthiques, politiques qui portent le pédagogue en avant des réalités. Déjà paru. Baptiste Jacomino, Alain et Freinet. Une école contre l'autre, 2011. BILLOUET Pierre, l'éducation scripturale. La plume au clavier, 2010. JANNERRAIMONDI Martine, surgissement démocratique à l'école primaire. Analyse de conseil d'élèves, 2010. Trouve Alain, Penser l'élémentaire. La fin du savoir élémentaire à l'école, 2010. BILLOUET Pierre, Coorde, figure de la magistralité. Maître, élève et culture, 2009. Charbonnier Sébastien, Deleuze pédagogue. La fonction transcendantale de l'apprentissage et du problème, 2009. À Claudine, Joachim et Pierre. Introduction. La seule chose qui justifie un environnement de professeurs vivants, au lieu de simples terminaux d'ordinateur, de vidéos et de reproducteurs de notes, c'est que les étudiants ont besoin de voir la liberté représentée devant leurs yeux par des êtres humains réels. R. Horthy, Philosophie and Socialope. Il est temps de s'occuper sérieusement de la pédagogie. Non pas pour donner 100 recettes de plus qui devraient améliorer la pratique, et qui ne font en réalité que la mettre en présence de problèmes sans fin. Ni non plus pour générer une nouvelle idéologie éducative qui se satisferait d'élan généreux, en laissant les choses en l'état. Mais bien simplement pour essayer de comprendre en profondeur ce qui se passe dans l'acte pédagogique. Car la pédagogie est essentiellement une action. Le mouvement pédagogique ne me démentira pas. Même l'Émile qui se présente comme la rêverie d'un visionnaire de l'éducation, met en scène une seule et grande action qui n'est jamais en repos, pas même pour contempler la nature. Et de Pestalozzi à Freinet, les pédagogues dits historiques n'ont eu de cesse que de pousser une action à travers chemins et obstacles, et s'ils ont éprouvé le besoin d'écrire, ce fut le plus souvent pour mieux agir par-delà la rencontre d'un obstacle. Et le plus ordinaire instituteur, entrant en sciences de l'éducation, est toujours en peine de mettre la construction théorique à laquelle on l'oblige en lien avec une pratique qu'il sent à 1000 lieues de celle-là. Mais il n'est pas moins vrai que la pédagogie doit être pensée. Elle ne peut se laisser aller au fil de la pratique sans courir tous les risques du va-à-volo, du caprice d'un jour, de l'humeur d'un moment, ou encore de la conformité sociale ou de l'idéologie servie clés en main. Et l'on ne connaît depuis Platon qu'un moyen pour échapper au piège de l'opinion aliénante, la réflexion pour elle-même. Réfléchissons donc la pédagogie. Le grand problème est que la pédagogie ne se laisse pas réfléchir comme un théorème de mathématiques, ni comme une doctrine philosophique. L'une comme l'autre présuppose un monde intelligible qui se monnaie ici en science, là en philosophie. La pédagogie, elle, met en œuvre la relation entre deux personnes, l'une se chargeant de conduire l'autre à son développement le plus complet. Mais elle ne le fait pas à la façon du berger qui mène son troupeau d'oies. La personne qui conduit comme celle qui est conduite sont précisément des personnes, c'est-à-dire des êtres qui demandent reconnaissance, respect de ce qu'ils sont, ouverture vers ce qu'ils veulent devenir, qui sont en un mot des êtres libres et qui attendent de l'éducation qu'elle développe cette liberté, lui forgent des instruments d'action et permettent finalement à l'éduqué d'aller seul son chemin. La pédagogie est essentiellement l'accompagnement d'un tel processus. Il est bien nécessaire pour cela, de connaître le sujet qui est à éduquer. Il ne fait aucun doute que les sciences humaines, en particulier celles qui s'intéressent à l'enfant et à ses processus d'apprentissage, ont enrichi, au fil de leur développement, un arsenal qui permet d'asseoir la pédagogie sur une meilleure connaissance des comportements. Mais le sujet spécifique de la pédagogie, l'être enfant, essentiellement en devenir, mu par une liberté essentielle, n'est pas sans poser de problème à celui qui prétend le saisir positivement. La science de l'enfant,
dont on a pu rêver à une époque existera-t-elle jamais? Est-elle seulement pensable et souhaitable pour le pédagogue, qui travaille dans une autre perspective? La question occupera le premier chapitre. Autre réflexion. La pédagogie porte un projet qui n'est pas inscrit dans les faits, celui de mener l'éducable à un point d'accomplissement où il pourra prendre lui-même ses affaires en main. Un métier qui lui convienne, mais tout autant une juste relation à l'autre, et d'abord un bon rapport à soi-même dans une autonomie pleinement assumée. La qualité de ses fins n'est pas inscrite dans sa condition, qui reste celle d'un être entièrement déterminé. Et pourtant, l'homme ne veut pas se résigner à rester ce qu'il est, et il compte bien sur l'éducation pour le hisser par-delà ses déterminations. Quel statut accorder à ce devoir-être en liberté? C'est une question philosophique. Mais c'est aussi une question à la philosophie, pour autant que celle-ci accepte difficilement de sortir de sa circularité pour envisager de se penser par rapport à une origine qui lui échapperait, et que l'enfant incarne. Il faudra alors examiner de près ce rapport délicat de la pédagogie à la philosophie. Ce sera l'objet du chapitre 2. Le problème de la mise en œuvre de l'autonomie est donc central. Ni la science qui ne fait qu'éclairer la condition humaine, ni la philosophie qui ne peut qu'en garantir le sens, n'y suffisent. Il faut alors revenir vers l'action pédagogique, pour mesurer comment elle peut parvenir à articuler en l'homme le projet et la condition. Ce sera l'objet du chapitre 3, où je m'efforcerai de tracer les linéaments d'une théorie de l'action pédagogique. Cette réflexion qui articule fait humain, sens en liberté et action, a elle-même éclos au point d'aboutissement d'une histoire de la pensée pédagogique qui a connu une lente maturation, jusqu'à sa floraison dans l'Émile de Jean-Jacques Rousseau. Mais cette œuvre de rêve a entretenu ce paradoxe d'un appel à l'action pédagogique en même temps que du refus affiché par le Genevois de s'y engager. Il était alors intéressant d'analyser comment son disciple sans doute le plus proche, Johann Heinrich Pestalozzi, est parvenu au travers de 100 aventures et d'autant de malheurs, de faire produire à l'Émile un phénomène qui mette son esprit en évidence. Une plongée dans ce moment fondateur de la pédagogie comme action et comme pensée pouvait sembler éclairant pour l'ensemble de l'ouvrage. C'est le thème du chapitre 4. Il reste que la pédagogie est un art, une belle façon de faire, eine Kunst dit-on en allemand, où le mot évoque tout à la fois le pouvoir, le savoir-faire et la beauté de l'œuvre. Un dernier chapitre reprendra les ressorts principaux du travail éducatif, pour montrer à quelles conditions on peut en faire une œuvre d'art. Il ne s'agira pas d'aligner des injonctions, mais d'indiquer des directions appelées à orienter une action qui reste l'affaire du pédagogue. On bouclera ainsi la boucle dans l'assurance d'une sagesse dont le pédagogue peut se prévaloir. Cet essai est le point d'aboutissement de 30 années d'études, de lecture, de discussion, d'évolution aussi. Je ne veux pas ici faire œuvre d'érudition, en engageant le débat théorique sur tel ou tel point. Il m'importe essentiellement de développer une réflexion sur un objet qui m'est cher, dans un exposé aussi fluide que possible. Il m'importe de décrypter ce qui fait la cohérence de l'idée d'éducation, en même temps que celle de l'action pédagogique qui la porte. Il appartiendra au pédagogue praticien de vérifier s'il se retrouve dans ce qui veut se présenter comme une pensée de son action quotidienne. Chapitre 1 – Connaître le sujet à éduquer. C'est la première recommandation que formule Rousseau dans la préface de son Émile. On ne connaît point l'enfance, sur les fausses idées qu'on en a, plus on va, plus on s'égare. Les plus sages s'attachent à ce qu'il importe aux hommes de savoir, sans considérer ce que les enfants sont en état d'apprendre. Ils cherchent toujours l'homme dans l'enfant, sans penser à ce qu'il est avant que d'être homme. On notera la force du propos. Rousseau écrit « homme » et non pas « adulte », comme si, voyant paraître l'enfant, il fallait se rendre attentif à un état antérieur à l'humanité elle-même, et il incrimine le savoir des plus sages qui ne prennent pas en compte la capacité d'apprendre de l'enfant. La communauté de nature entre l'adulte et l'enfant n'est assurément pas mise en cause, faute de laquelle l'éducation ne serait pas même possible. Mais Rousseau veut signifier qu'en présence de l'enfant à éduquer, l'adulte est conduit à penser une autre dimension de son être, sa propre origine et la façon dont il se construit son humanité 1. Faire parler l'enfant. La connaissance de l'enfant est requise pour qui veut l'éduquer. Mais cette connaissance se heurte, pour le pédagogue, à une immense difficulté,
à savoir qu'elle est l'œuvre de savants, ou tout simplement d'adultes qui utilisent des concepts et des systèmes d'idées dont on n'a aucune garantie qu'ils soient adéquats à la réalité enfantine. L'enfant est d'ailleurs, selon l'étymologie latine, infant, c'est-à-dire qui ne parle pas. Or c'est avec des mots que l'on prétend le saisir. On objectera que l'on ne peut faire autrement que d'utiliser des mots et des concepts pour comprendre sa façon d'être. Assurément, mais on peut le faire en pleine conscience du problème, en accordant à l'enfant une écoute qui lui permette d'exprimer son origine et en portant sur lui un regard qui le laisse à son devenir essentiel. Évitez en tout cas d'en faire le pur et simple terrain d'application de sciences humaines, qui restent des fabrications d'adultes. Et quelle est cette origine ? Un en deçà de la raison qui est fait d'instinct, de pulsion, de désir, une forme humaine qui rapproche l'enfant de l'animal, avec cette différence décisive qu'il est capable de se raisonner. Et ce substrat est là, bien présent, avant toute entrée dans la raison et dans le langage. On l'a longtemps réduit à du néant, ramené à l'état d'obstacle, ou bien l'on s'est satisfait d'en faire un reflet de la raison. La pédagogie naît précisément de la prise en compte d'une part sensible de l'homme, de la réalité d'une raison sensitive Rousseau, qui accorde aux sens tous leurs droits, avec la nécessité de les cultiver pour eux-mêmes. Dans une page suggestive des Confessions, saint Augustin raconte comment il est entré dans le langage. Rien d'un enseignement où des grandes personnes m'auraient instruit en me présentant selon un ordre et une méthode particuliers les mots, comme un peu plus tard l'alphabet. Non, j'appris tout seul, avec l'intelligence que tu m'as donnée, mon Dieu. Je voulais, en gémant, criant, gesticulant à tout vent, exprimer les intentions de mon cœur pour qu'on obéisse à ma volonté. Mais comme je ne pouvais exprimer tout ce que je voulais, ni le faire à tout ce que je voulais, j'y suppléai par la mémoire. I8. C'est ainsi que l'expression de la volonté précède l'alphabétisation, la manifestation des sentiments scelle par les mots, le mouvement vers les choses leur expression verbale. C'est le corps qui est la première expression de la volonté, ces mouvements apparaissant comme une sorte de langage naturel de tous les peuples, langage constitué par un regard, un clin d'œil, des gestes, une intonation. Ce sont là autant de signes du sentiment de l'âme, quand il s'agit de demander, posséder, rejeter ou fuir les réalités, ibidem. L'énonciation sensible des volontés précéderait ainsi, chez l'homme, la mise en mots. L'observation la plus courante de l'enfant révèle que la raison ne lui tombe pas du ciel, mais qu'il l'a construit d'entrer dans une lutte permanente avec ce qui s'oppose en lui à la mise en ordre rationnel. Les volontés secrètes, les intentions cachées, les désirs intimes qu'évoque Augustin sont bien à l'œuvre chez lui, et il s'efforce régulièrement de tirer de son côté l'ordre qu'on veut lui imposer. Le langage est ici un étonnant carrefour d'interprétation où chacun essaie de tirer son épingle du jeu, et l'enfant, armé de sa fausse innocence, n'est pas forcément le perdant à ce jeu, où les yeux en disent plus que les mots. Connaître l'enfant n'est donc pas une simple affaire de science psychologique. C'est entrer dans le mouvement par lequel il fait apparaître les phénomènes en leur assignant un sens et une valeur qui sont mus par son intérêt profond. Il n'est d'ailleurs pas assuré que l'éducation selon la raison ait forcément le dernier mot sur cette nature première, qui sourd au creux de l'enfance. Dans un petit ouvrage très suggestif, Elisabeth Badinter raconte l'histoire de cet enfant de Parme, Fayard 2008, auquel on avait donné, sous la houlette de Condillac, l'éducation la plus éclairée qui se puisse au siècle des Lumières. Or celui que l'on avait élevé dans la maîtrise stoïcienne de soi, c'est le carcan éducatif desserré, vite abandonné au dévergondage. Celui devant lequel on avait fait briller les concepts d'une religion naturelle loin de tout obscurantisme, n'a pas tardé à aller courir l'occultisme et les messes noires. On objectera peut-être que c'est une autre influence sociale qui était à l'œuvre. Mais le jeune homme a cependant opéré un choix, en fonction de ce qu'il ressentait en lui profondément.
Et ce choix n'est pas forcément allé du côté de la raison. Il y aurait donc bien un autre de la raison éducative, et la nature enfantine en serait l'incarnation. Cela signifie que la raison scientifique, comme la philosophique d'ailleurs, a affaire ici à un élément originel qui lui échappe et avec lequel elle doit cependant compter dans sa démarche. Elle vient toujours après un réel qu'il lui faut d'abord écouter, alors qu'elle est, par tendance culturelle, portée à anticiper à travers la vision qu'elle étend sur le réel. Elle appelle une posture d'ethnologue, telle que Lévi-Strauss la revendique pour fuir le fatal universalisme, ce culturalisme qui nous empêche de saisir authentiquement ce qui est autre que ce que nous sommes. On dira que l'enfant est de toute façon destiné à la raison, et que le savoir scientifique ne fait qu'anticiper sur cette destination. Mais c'est justement là l'interrogation. Est-il d'entrée immergé dans une raison qui s'empare de sa nature ? Ou bien ne fait-il qu'y entrer à partir d'un état qui n'est pas de l'ordre de la raison et qui garde ses droits ? N'est-il pas que raisonnable, c'est-à-dire capable et capable seulement de raison ? Si cette hypothèse se révèle justifiée, alors l'approche du fait enfantin réclame qu'on sauvegarde, jusque dans la science, la surprise de ce qu'il fait advenir. Saisir l'être en devenir. L'approche scientifique se complique d'autant que l'on a affaire, avec l'enfant, à un être en devenir. On dira que c'est le cas de la plante, et pourtant on élabore sans problème des sciences naturelles. Comme l'explique à nouveau Rousseau dans une page célèbre du discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes, la singularité de l'homme, celle qui se manifeste tout particulièrement lorsqu'il est dans sa phase de croissance, c'est qu'il est porté par une faculté de se perfectionner dont on ne connaît pas les limites. Là où l'animal est au bout de quelques mois ce qu'il sera toute sa vie, ce qui permet de formuler les lois, l'homme, lui, est capable de démultiplier presque à l'infini sa perfectibilité. Et cela d'autant mieux qu'il se fabrique lui-même des outils de développement, à commencer par la connaissance toujours plus affinée qu'il acquiert de lui-même, de ses comportements comme de ses mouvements intérieurs. Il devient dès lors difficile d'apprécier une évolution dont on ne connaît pas la finalité, le produit final. Le grain devient fleur. On peut, à partir de ce résultat régulièrement constaté, définir les étapes du processus d'évolution et affirmer que tant que ces étapes ne sont pas franchies, il n'y a pas de chance d'obtenir une fleur. Peut-on tenir le même raisonnement pour l'enfant qui devient adulte ? Relativement, dans la mesure où, si l'homme en devenir enchaîne bien les étapes biologiques, l'adulte est loin d'être un produit fini dont on pourrait dire voilà ce qu'il est, et en déduire un cheminement immuable. Un ouvrage de Jean-Pierre Boutinet a pu faire son titre de L'immaturité de la vie adulte, PUF 1999, en montrant que l'évolution de notre civilisation tend à fragiliser et à relativiser toujours plus la maturité de l'adulte. Il ne faut pas craindre d'aller plus loin. La stabilité apparente de la maturité ne peut durablement figer une humanité en mouvement, dont l'enfant et l'enfance restent le paradigme. Bergson avait déjà attiré l'attention sur la difficulté pour la pensée de saisir le mouvant. C'est particulièrement vrai de cet être en devenir qu'est l'enfant. Si l'on a pu définir des stades, des périodes, des âges dans son évolution, les frontières risquent de s'estomper à tout moment et l'on n'est jamais à l'abri de régression. La prime enfance n'est pas en effet qu'une première étape, elle est ce vers quoi l'adulte voudrait revenir inconsciemment, comme à un état paradisiaque où le désir ne rencontrait pas d'obstacle à sa satisfaction. Dès lors, l'avancée en âge et le découpage scientifique auquel il peut donner lieu restent minés par une résistance secrète à entrer dans un monde d'aliénation. On dit ainsi de l'entrée en adolescence qu'elle est une seconde naissance, comme si l'enfant en croissance se donnait l'occasion de reprendre le chemin de sa vie sous le signe de l'autonomie. Plutôt que de lignes d'évolution, d'aucuns parlent de cercles 100 fois repris. Un penseur allemand de la pédagogie, Froebel, a engagé le pari de rendre ce devenir de la nature enfantine jusque dans sa façon d'en parler et de l'écrire, en employant toutes les ressources de la langue allemande, ainsi par l'usage répété des verbes substantivés. Lasst unseren Kindern leben, vivons nos enfants, tel sera son slogan pédagogique. Mais il n'échappe à personne que l'on est en présence d'une reconstitution d'adulte qui emporte l'enfant dans une vision romantique dominée par la sacralisation du devenir. Il est alors plus honnête, moins idéologique,
d'utiliser des concepts qui ne peuvent être que d'adultes, dans la pleine conscience de leur relativité au regard de ce qu'ils prétendent enfermer dans leur cadre. Cette relativité conceptuelle entraîne une grande prudence dans la formulation des jugements qui disent ce qu'est l'individu. Passe encore pour l'adulte, qui a fixé ses comportements et les assume. Il est fainéant et a décidé de l'être. Mais dire à la face d'un enfant qu'il est fainéant, c'est courir le risque qu'il s'enferme dans le jugement prématuré que je porte sur lui, qu'il s'en fasse une fatalité et renonce à sortir de son état. Le pédagogue cherche au contraire à éviter cette stigmatisation, en dénonçant certes un comportement de non-travail dans l'hic et nunc d'une situation, mais avec l'idée que l'intéressé est capable de s'en dégager pour se mettre au travail. C'est la raison pour laquelle les stigmatisations psychologiques, sociologiques ou simplement physiques, qui prennent des airs de certitude scientifique, sont, pour l'enfant en développement, autant de négations de la pédagogie. Celle-ci se construit au contraire sur une ouverture absolue de l'enfant à ce qu'il puisse devenir par lui-même ce qu'il n'est pas. Le risque est encore plus grand lorsque le jugement prématuré se fait judiciarisation des comportements déviants, qui transforme par exemple l'école en un tribunal des flagrants délits. S'il reste vrai que la société, construite sur un principe d'ordre, ne les tolère pas et sévit sans tarder, c'est justement l'apanage de l'éducation que de tabler sur une capacité de l'enfant à dominer par lui-même ses tentations transgressives, donc de les laisser s'exprimer et de se donner le temps de la prise de conscience, de la discussion et de la décision. Ce devenir moral qui s'oriente vers la décision est le moins à même de se laisser découper en stades par une science qui présuppose la continuité, alors que le choix moral appelle une rupture. On est dans l'ordre de la liberté. L'homme est né libre. Les choses se compliquent en effet par le fait que l'homme dispose d'une faculté dont est absolument dépourvu l'animal, celle d'adhérer à ou de refuser ce qui est lui présenté. On dira que l'animal semble être capable de tels choix, mais il choisit et rejette par instinct, sans s'écarter de la règle qui lui est prescrite, même lorsque cela tourne à son désavantage. Rousseau cite l'exemple d'un pigeon affamé qui se mourait à côté d'un plat de viande. L'homme, lui, peut tout à fait transgresser la règle établie, et il ne se prive pas de s'en écarter, souvent à son préjudice. Et Rousseau de commenter : la nature commande à tout animal et la bête obéit. L'homme éprouve la même impression, mais il se reconnaît libre d'acquiescer ou de résister, et c'est surtout dans la conscience de cette liberté que se montre la spiritualité de son âme, car la physique explique en quelque manière le mécanisme des sens et la formation des idées, mais dans la puissance de vouloir ou plutôt de choisir, et dans le sentiment de cette puissance on ne trouve que des actes purement spirituels, dont on n'explique rien par les lois de la mécanique. Si la connaissance de l'enfant est nécessaire pour qui veut l'éduquer, on peut comprendre qu'elle soit des plus délicates à fixer compte tenu de la liberté qui anime le fond de sa nature. Passe pour la perfectibilité, qui peut se monnayer en loi de développement régissant la nature humaine dans tous ses exemplaires. On atteint ici un degré d'universalité qui permet à l'éducation de se présenter comme une science humaine, attachée au développement de la structure constitutive de l'homme. C'est vrai de l'intelligence, mais ce l'est aussi du corps et de la part affective de l'homme. Ces forces qui concourent à la perfectibilité de l'homme ne se développent pas n'importe comment. Elles empruntent des voies qui peuvent être suivies par l'observation, qui peuvent faire l'objet de lois et dont on peut présupposer qu'elles s'appliqueront à tout sujet humain à venir. Mais il faut encore compter avec la liberté humaine. Or, dans le texte de Rousseau, cette liberté est bien distincte de la perfectibilité et du principe de nécessité qui la régit. L'homme peut à tout moment récuser un ordre et une progression qui, rationnellement parlant, sont présentés comme évidents par les scientifiques. Il peut choisir à tout moment de régresser. Il peut surtout à tout moment opérer des choix qui feront son malheur. On en a des exemples permanents dans la vie des individus comme dans celle des peuples. Le XXe siècle n'a pas craint de s'abaisser jusqu'à une rechute dans la barbarie la plus hideuse au sein d'une nation hautement développée intellectuellement, et l'on est plus que jamais sceptique sur un abandon au progrès capable de garantir le bonheur de l'homme. Quant à l'individu en développement, l'expérience quotidienne montre qu'il peut à tout moment rompre avec l'idée du progrès, considérant que son bien est ailleurs, par un retour aux origines. Si l'éducation doit travailler dans le sens de l'accomplissement de la nature humaine,
On peut comprendre qu'elle soit en difficulté devant la double manifestation de cette nature. Le pédagogue doit, tout à la fois, favoriser le développement des forces de l'homme en suivant les lois qui le régissent, et compter constamment avec une liberté qui revendique légitimement le dernier mot sur ces lois. Le sujet veut pouvoir y adhérer, et il garde le pouvoir de les récuser. On pense à ce film allemand, Le Tambour, où un enfant décidait d'arrêter de grandir pour mieux dénoncer les turpitudes des adultes. Que l'on réfléchisse d'ailleurs à la formule « l'homme est né libre ». C'est bien un paradoxe. L'enfant qui naît est tout sauf libre, il est prisonnier de déterminations qui l'enserrent de toutes parts, il a plus que jamais besoin des autres si faible roseau, il ne veut pas être écrasé par les pieds du marcheur. Mais on le proclame dans le même temps libre, c'est-à-dire capable non pas de se dégager de ses déterminations, mais de les maîtriser et de les mettre en œuvre en vue de se faire de la nature donnée une œuvre de soi-même. Il a certes besoin des autres, de sa mère et de son père d'abord, mais c'est bien dans le but de leur lâcher un jour la main afin d'aller seul son chemin. Il a besoin des objets qui l'environnent, mais c'est bien pour le moment venu les transformer en concepts et les prendre en main pour construire un monde qui lui convienne. On perçoit ici le mieux l'écart qui se creuse entre les sciences humaines prises en elles-mêmes et les savoirs sur l'homme tels qu'ils sont mis au service de l'éducation. Les premières obéissent inébranlablement au principe de nécessité, garantie de leur scientificité. Il est indispensable que la loi découverte à partir de l'analyse de plusieurs cas, il n'y a de science que du général, puisse se répéter dans tous les cas semblables qui peuvent se présenter. Si un cas déroge à la loi, on la repense. C'est le règne de la psychologie, de la sociologie et de la lignée des sciences humaines. L'éducation doit assurément profiter de ses acquis. Pour conduire un attelage, mieux vaut connaître les chevaux qui le composent. Il importe assurément de savoir comment se construisent les concepts dans la tête de l'enfant, mais aussi comment se développent ses membres et ses articulations, encore comment se nouent et se développent ses relations avec ses semblables. Il n'y a pas d'autre endroit où s'accomplit l'homme que dans la réalité de ce qu'il est, et cette réalité doit être mise à jour dans sa rationalité. C'est la condition pour mettre en place des dispositifs de développement. Mais cette connaissance du fait n'est pas suffisante. L'éducation prend dans le même temps en compte un pouvoir dont dispose l'homme d'agir sur ses déterminations pour travailler dans le sens de ce qu'il veut être. Et cette volonté n'est pas dans les faits, qui ne sont que ce qu'ils sont et qui ne s'expliquent que si l'on régresse vers leur cause. La volonté vise au contraire une fin qui n'est pas inscrite dans les faits et que personne ne peut vraiment prévoir. C'est le marge de liberté qui singularise l'homme. Le pilotage de cette nature humaine habitée par la liberté n'est assurément pas aisé. Mais c'est précisément le défi de la pédagogie, qui travaille à articuler causalité et visée d'une fin. La cause n'est pas la fin. La distinction épistémologique qui marque la différence entre la démarche des sciences humaines et celle de la pédagogie peut se concentrer autour du rapport entre cause et fin. Les premières ont en vue l'explication de phénomènes par l'établissement d'un lien avec des causes, ce qui permet d'établir des lois à prétention universelle. Que l'on parle avec Dilthey de compréhension, Verstehen plutôt que d'explication, Erklären, ne change rien à la logique du raisonnement. On en vient toujours à retenir une cause, exogène ou endogène, qui rend compte du phénomène. C'est là le fonctionnement général de la science qui assure sa prise sur les choses de la nature, et sur l'homme en tant qu'être naturel. La pédagogie met, elle, en œuvre une dimension de fin qui est portée par la liberté, et qui a le pouvoir de rompre avec l'enchaînement des causalités. Pour prendre un exemple limite, toutes les causes qui pèsent sur le handicap d'un enfant ne disent encore rien de sa capacité à surmonter son handicap dans une attitude d'autonomie. Les sciences humaines, et d'abord les sciences médicales, pourront s'étendre sur ces causes et elles seront bien utiles pour expliquer et comprendre le phénomène, mais elles ne pourront rien dire de ce que l'homme fera de son handicap, de la façon dont il s'humanisera, au sens le plus noble du terme, à travers lui. On objectera peut-être que cette fin se monnaie en finalité, sociale par exemple. La personne handicapée devra trouver toute sa place dans la société. Mais cette finalité, prise en elle-même, n'est jamais qu'une causalité inversée. C'est parce que la société est mal agencée que cette fin n'est pas réalisée. On tourne alors dans un cercle que les éducateurs connaissent bien depuis que Bourdieu a révélé que le système scolaire obéissait aux principes de la... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu.
Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.